Bonjour, aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans ton atelier pour parler d'une Facel Vega. Tu peux nous en dire deux mots de ce prototype que tu as et comment tu as trouvé ça? Alors concrètement, c'est un projet qui était là déjà, qui mûrissait petit à petit dans mon esprit. Comme vous le savez déjà tous, je suis spécialisé dans cette marque depuis de nombreuses années. J'ai voulu me lancer dans ce type d'activité car nous étions probablement pas les seuls, mais presque, ici en France, à vouloir exploiter cette grande marque française. Nous avons un deuxième atelier ici en France. Moi, je suis arrivé après. N'ayant pas eu de concurrents directs dans notre région, je pensais que c'était une bonne manière de pouvoir lancer une activité rentable. Nous sommes en plein centre de la France. Nous avons beaucoup de collectionneurs qui sont autour de notre région, qui sont propriétaires eux-mêmes de Facel Vega. Voilà, l'idée, c'était de créer un atelier lié à ma passion et en même temps faire mon activité professionnelle. Voilà. Je suis parti dans l'idée de construire cette voiture parce que voilà, c'est la passion qui parle et j'ai toujours rêvé de faire une voiture comme beaucoup de carrossiers, je pense. Même à l'époque, les plus grands carrossiers réalisaient leurs propres voitures eux-mêmes. Certaines portent encore leur nom. Bon, l'objectif, c'est pas que cette voiture porte mon nom. Hein. Elle sera badgée Facel Vega parce que nous avons une licence pour pouvoir construire cette voiture. La seule licence qui est attribuée et qui ne sera plus jamais attribuée à personne d'autre, uniquement pour faire cette voiture. Alors Polo, cette Facel Vega qui aurait dû courir au Mans 64, comment elle est venue à toi? En fait, nous avons reçu un jour, mon épouse m'appelle en disant on a un monsieur au téléphone qui souhaiterait que tu passes, toi et éventuellement, j'étais accompagné de mon fils à l'époque, voir une de ces voitures à son domicile. Ce monsieur est à quelques kilomètres d'ici, quelques kilomètres par centaine, hein, bien sûr, et il faudrait que tu ailles lui faire un devis. Il a une Facelia à restaurer et il faudrait que tu le recontactes afin de pouvoir déterminer d'un jour pour pouvoir lui rendre visite. Je rappelle ce monsieur qui m'explique un petit peu ce qu'il a actuellement dans sa grange et il me dit, voilà, moi j'ai une vieille Facelia, j'aimerais que vous fassiez un devis sur ma voiture. Mais à côté, j'ai un de mes voisins à moi qui est un passionné également de Facel, qui a également une Facel. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai acheté cette vieille épave et j'aimerais que vous la remettiez en bon état pour que je puisse en profiter. Parce que mon bonheur, c'est de regarder celle de mon copain, de mon ami, quoi. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu obtenir celle-ci. Enfin voilà, on a fixé un rendez-vous, je me suis rendu sur place chez lui. J'ai travaillé autour de la voiture en analysant un petit peu tous les aspects techniques qui étaient à reprendre. Et de fil en aiguille, on a continué à discuter. Il me dit, écoute, maintenant, on va aller boire le café chez mon ami qui m'a fait mettre en relation tes ateliers et moi-même. Et comme ça, ça te permettra éventuellement d'échanger un petit peu avec lui. C'est un passionné, il a une Facel aussi à la maison. Quelques marques françaises également à côté de véhicules de prestige, sans citer leur nom. Mais je pense que cette personne va se reconnaître. Et de fil en aiguille, voilà, on s'est approché de son domicile. Il nous a payé le café, un monsieur très charmant et très professionnel, ingénieur de profession mécanique. Il a eu plusieurs projets dans sa vie, dont éventuellement de reconstruire cette voiture. On a abordé tous ces sujets autour d'un café. Et voyant un petit peu qu'il avait affaire à une personne en face de lui qui était un passionné de la marque, par le biais des réseaux sociaux, il voyait un petit peu toutes les restaurations qu'on mettait en place, de toutes les épaves que je me menais à trouver pour pouvoir racheter et rapatrier le patrimoine français qui est souvent à l'étranger ici dans mon atelier. Il m'a clairement dit, Polo, écoute, je te suis depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, je vois de quoi tu es capable dans ton atelier, tu as des compétences que malheureusement je ne peux pas moi-même exécuter parce que j'ai pris de l'âge et
et que les choses ont évolué dans ma vie et j'ai la vie maintenant aujourd'hui qui est plus proche de la porte de sortie que de la porte d'entrée. Il y aurait un mec comme toi qui pourrait réaliser un de mes souhaits et si c'est le tien, je peux t'aider. Alors je vais me poser la question, mais de quoi tu parles? Et je dis, écoute, je sais que tu t'intéresses un petit peu aux voitures de course, je sais que tu recherches, parce que de fil en aiguille, j'ai appris par d'autres personnes qui sont également membres de l'amicale que tu étais en train de questionner et rechercher des archives ou des documents qui permettraient de remettre la fameuse voiture fantôme, si je peux l'appeler comme ça, par le biais d'un ami à moi qui s'appelle Morgane, des documents officiels pour reconstruire cette voiture, c'est la Facel Le Mans. Moi, je lui dis, mais ok, très bien, oui, bien sûr, c'est vrai que je recherche beaucoup de choses, des informations, des choses concrètes et écrites, que je puisse être sûr de quoi on parle et si je dois m'engager sur... voilà, il me faut du concret. Et c'est là où il m'a dit, bah, écoute, si tu veux vraiment relever ce challenge et ce défi, bah, sache que moi, j'ai les plans de la voiture. J'avais du mal à y croire quand il me parlait. J'ai dit c'est pas possible parce que quand je lisais un petit peu tout ce qui était argumenté autour de cette voiture, on arrivait bien à distinguer que selon les écrits, il y avait très peu d'informations sur le sujet. Ce qui est vrai, il y a très peu d'informations sur le sujet. Et il est monté à l'étage, il m'a descendu les plans et il m'a dit voilà les plans, si tu les veux, ils sont à toi. Voilà. Et je n'oublierai jamais cette phrase-là, jamais. C'est exactement comme ça qu'il me l'a dit. Si tu veux les plans sont à toi. Alors en fait, Polo, pourquoi tu fais tout ça? Alors, je fais ça pour plusieurs raisons. Elles ne sont pas nombreuses, hein. Mais l'une des premières, c'est que j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux aboutir à un rêve de gosse, comme je l'ai sûrement précédemment dit au cours de cette interview, quel que soit le carrossier qui est la passion dans ses veines, cette personne-là a toujours éventuellement rêvé un jour d'être son propre constructeur, c'est-à-dire réaliser sa propre voiture. Moi, étant petit, je dessinais beaucoup de voitures, selon mon inspiration. J'en ai fait un paquet, je continue encore à en faire. Pour rien vous cacher, si je vous montre mon bureau, vous avez des dessins après les murs que je réalise moi-même. J'ai beaucoup d'idées et j'aime bien retranscrire ces idées par écrit. Là, voilà, mon rêve, c'était de réaliser peut-être un jour, justement, la construction d'une de mes voitures. Bon, les années ont passé, on a chacun une vie, et l'opportunité a fait que là, c'était la manière et le meilleur moment de éventuellement réaliser ce rêve. Réaliser un projet pareil, il y a 80 ans, c'était juste inconcevable. Je pense qu'être dans la bonne tranche d'âge, un peu de maturité également, un peu plus de finances également que quand on a 20 ans. Voilà, je voulais réaliser ce rêve-là, c'était de construire ma voiture. Mais à travers ce projet, non seulement je réalise un de mes rêves, c'est-à-dire construire ma propre voiture, mais en même temps, je mets en avant ma passion, la passion de la marque. Cette marque m'a toujours plu. C'est la marque qui m'a fait le plus kiffer, comme parleraient les jeunes de maintenant. Parce qu'on avait déjà dans ces années-là, voilà, on avait le luxe, le sport, des gros moteurs, des V8, des voitures à 400 chevaux, des finitions d'une qualité exceptionnelle, la Rolls de la voiture française. Hein. C'est comme ça qu'on l'a tellement dit et redit. C'était quelque chose d'exceptionnel quand je voyais ça avec mes yeux d'enfant dans certains magazines, dans certaines revues. Et le fait de me spécialiser dans cette marque, voilà, j'ai voulu lier les deux passions, la passion personnelle et en même temps la passion de la marque. Et à travers ces deux images que j'avais dans mon cerveau, je me dis, bah voilà, ça va faire la symbiose et on va essayer de réaliser une bonne fois pour toutes un rêve de gosse. Le fait de réaliser cette voiture, de construire cette voiture, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'aimerais que tout le monde puisse me comprendre. Nous allons redonner une nouvelle image à Facel Vega. Facel Vega est une marque, comme pour moi et comme pour beaucoup d'autres passionnés de cette marque, collectionneurs, un peu oubliée. Alors, je sais que je vais vexer certaines personnes, mais elle est loin, et très loin, d'être l'équivalente d'une Porsche 911 ou d'une Jaguar Type E. Voilà. Vous parlez d'une Porsche 911 à un enfant de 12 ans, il saura vous montrer exactement à quoi ressemble une Porsche 911. Vous parlez à un enfant de 12 ans, une Jaguar Type E,
Il ne va peut-être pas vous répondre exactement sur quel est le modèle, mais en tout cas, Jaguar, ça parle. Et d'autres marques également, comme Bugatti et d'autres, dans ces années-là. Si vous n'êtes pas un réel connaisseur ou collectionneur de l'automobile, vous parlez de Facel Vega, moi qui suis un expérimenté de la marque et qui côtoie tous les jours des clients, toutes marques confondues, je peux vous confirmer que peu de personnes connaissent la marque. Alors c'est vrai que les puristes vont vous dire « qu'est-ce qu'il nous dit ?» Mais il dit n'importe quoi. Facel Vega a toujours été connu. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est connu pour les vrais amateurs ou collectionneurs. Mais il y en a très peu qui sont réellement attirés par cette marque. Ou certains sont attirés, ils n'ont pas les moyens de se les offrir. D'autres ne connaissent pas parce qu'il manque d'instruction dans l'automobile. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est que nos jeunes, à travers une voiture de sport, quand elle sera garée le long d'un trottoir, devant un bel hôtel, en plein centre-ville, dans une grande place publique, dans des manifestations, à travers ce design qui est une voiture de sport, les gens découvrent exactement le badge qui sera posé sur le museau de la voiture et sur l'arrière de la voiture. Qu'est-ce qu'est une Facel Vega? Parce que ces jeunes-là vont s'intéresser, ils vont aller sur Google, ils vont prendre la photo forcément du badge qu'ils ont photographié et ils vont s'intéresser à savoir exactement qu'est-ce qu'une Facel Vega. Et ils vont découvrir l'histoire de Facel Vega. Malheureusement, qui a été triste à la fin, mais aujourd'hui, nous sommes là pour redonner une nouvelle image et que nos jeunes, justement, puissent découvrir le patrimoine qu'était la France et qui a toujours été riche en culture, en gastronomie, en automobile. Cette image, à travers une voiture de sport, sera beaucoup plus remarquable que si on avait une berline. Nos enfants, jeunes ou moins jeunes, vont s'identifier par rapport à ça. C'est-à-dire que en mettant une voiture basique, familiale, elle passerait incognito. J'ai pu l'observer à chaque salon quand je présente des voitures sur mes stands à Rétromobile ou à Hippocoto, que nos voitures, nos Facel qu'on présente en cours de restauration ou même terminées, la majorité des gens passent devant, c'est très joli, mais ils continuent leur chemin. En revanche, le stand qui est juste en face du mien, où on n'a que de la Jaguar type E, et je fais un petit coucou à Oscar, la clientèle est complètement différente. On est plus attiré, notre œil en tout cas pour le commun des mortels, est plus attiré par des modèles déjà vus et revus, par l'effet médiatique qu'on peut rencontrer dans les réseaux sociaux ou même dans des manifestations. L'œil part toujours dans le même sens. Moi, cette année, j'ai amené une Lamborghini Countach sur mon stand. Et au milieu de mon stand, il y avait cette Lambo. Et à côté, vous aviez des Facel. J'ai observé longuement pendant ces 3 jours de manifestation le regard que pouvaient porter les gens sur la qualité du stand. Toutes les personnes qui passaient devant mon stand en fonction de leur âge photographiaient toujours la même voiture. C'était la voiture rouge, la Lamborghini Countach. Toutes les Facel qu'il y avait autour, on les regardait, on les trouvait jolies, on avait souvent des félicitations de beaucoup de gens, mais ouais, c'est beau, c'est joli. C'est quoi? C'est Facel Vega? Ah, je connais pas. Ah, je connais pas. Je suis la personne la plus aguerrie dans ce sujet-là pour pouvoir vous commenter le ressenti. Le ressenti, on a un atelier qui est ouvert au public. 90% des personnes qui viennent me rendre visite, qui viennent uniquement par la curiosité, ne connaissent pas Facel Vega. Et moi, je veux que cette marque soit connue et reconnue. Le projet de la LM est un projet qui peut également ouvrir des portes et des perspectives différentes sur le regard de l'automobile à la française. Nous avons tout pour réussir ce projet. Ce projet sera mené avec la passion du départ jusqu'à la fin. Je veux que cette voiture transpire la passion et qu'elle soit retransmise à mes enfants. Parce que voilà, la passion est là et je voudrais que tout le monde se souvienne que j'ai mis beaucoup de cœur et beaucoup de temps pour pouvoir réaliser un projet pareil. Alors cette Facel Vega 64, maintenant on va parler un petit peu de mécanique. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on va trouver dessous? Comment tu l'envisages? T'en es où aujourd'hui?
Alors, cette voiture ne sera pas équipée de 392 comme il est indiqué sur le livre. Moi, je me suis penché énormément sur plusieurs projets qui sont illustrés sur cette Bible. En l'occurrence, voilà, le projet de la Le Mans. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas non plus 50 pages, que c'est un projet qui, malheureusement, n'avait pas pu aller bien loin parce qu'on manque d'informations. Même s'il y a d'autres personnes qui ont eu peut-être un jour l'idée de vouloir recréer cette voiture, c'était pas simple. Ça n'aurait jamais pu être simple et compliqué à la fois si on n'avait pas tous les éléments pour pouvoir faire quelque chose de plus ou moins authentique, entre guillemets. En faisant justement toutes ces recherches et ces lectures au sein de la Bible, je me suis rendu compte qu'ils avaient prévu dans le livre un 392, qui pour moi et pour des grands spécialistes des moteurs Chrysler était complètement une information erronée. Et on pourra en justifier d'autres davantage par la suite, car grâce à mes plans que j'ai officiellement de la marque, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'incohérences dans certains domaines. Le 392 est un vieux moteur par rapport à la mise en circulation de cette fameuse voiture qui devait courir en 64. Voilà. Le 392, ils ont, je veux dire, en 62-63, c'était déjà un moteur beaucoup trop vieux. Voilà. Même si on y apportait quelques améliorations, modifications pour que ce soit un moteur beaucoup plus pointu et beaucoup plus sportif, je me vois mal une grande marque, quelle qu'elle soit, vouloir disputer les 24 heures du Mans avec un moteur qui est déjà dépassé par sa technicité pour courir en 64 voire 65. Et avec les recherches, on s'est rendu compte, voilà, je me suis fait aider d'un ami à moi qui s'appelle Loïc, qui est peut-être l'un des plus grands spécialistes de moteurs américains, NASCAR, et qui m'a confirmé que s'il y avait un moteur sur ce type de voiture, ça ne pouvait être que le 426 MI. Voilà. Moteur que j'ai retrouvé aux États-Unis, qui est très difficile à trouver dans les années de production qui correspondent à la fabrication de cette fameuse voiture. Un 426 MI siglé des années 67, on arrive à en trouver. En tout cas, 67 a été la première mise en disponibilité à la clientèle de ce moteur, du 426 MI, officiel pour le commun des mortels. Mais à savoir que ce moteur-là avait déjà été produit en 63. Mais ce moteur-là, il était utilisé uniquement sur des véhicules de course. C'est-à-dire qu'il n'était pas commercialisé à toutes les personnes qui souhaitaient avoir un 426 sur un modèle de quelle que soit la marque de la voiture. Parce que ce moteur a été monté sur d'autres 3 ou 4 marques de voitures américaines. Mais voilà, les tout premiers moteurs sont sortis uniquement pour la course. Et après, comme je vous disais, en 67, pour monsieur et madame tout le monde. Le 426 63 que j'ai sera monté sur cette voiture. Parce que c'est le moteur le plus cohérent, qui correspond exactement aux mêmes caractéristiques que le 392. On est dans la même marque, c'est un hémisphérique également. Et comme on a un petit sous-entendu dans la documentation qu'on retrouve ici dans le livre, dans la page dédiée à la Facel Vega Le Mans, où on précise qu'ils envisageaient de mettre un moteur Chrysler MI 392, mais dérivé et modifié pour la course, on peut imaginer que c'était peut-être pas le 392, mais un prolongement du 392 qui est devenu le 426. Voilà. C'est pour ça que nous partons sur le 426, un moteur qui est introuvable, beaucoup plus difficile à trouver qu'un 392. En 63, c'est introuvable. J'ai passé 2 ans à chercher un 426, 2 ans entièrement, toutes les semaines, à passer des coups de téléphone aux États-Unis, partout, à gauche, à droite. Un 426 siglé de 63. Je ne voulais pas qu'il soit siglé de 66 ni 67, c'est introuvable. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui en ont un autre dans leur garage, je veux bien le prendre en stock, sait-on jamais, s'il y en a un qui cache, j'en aurai un deuxième. Mais voilà, 426, 63, introuvable. Voilà. Ok. Après, on va partir sur une boîte Colotti, 5 rapports. C'est également sur le cahier des charges pour construire cette voiture. Je suis en lien direct avec Marco Colotti, qui est le nouveau dirigeant de la société Colotti, qui m'a également fourni tous les plans officiels d'époque pour reconstruire cette boîte qui sera faite chez lui, dans son usine, une boîte 5 rapports, la boîte qui correspondait à la voiture. Voilà. Et après, tout le reste, c'est frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière, double suspension à l'arrière, comme une Jaguar Type E,
Enfin, c'est réellement une voiture, c'est une voiture de course. Elle a été réellement conçue quand on a réellement tous les plans du châssis avec toute l'ingénierie qu'on peut trouver sur la crémaillère de direction, sur le système de freinage. Ce sont réellement des pièces spécifiques, contrairement à ce que les gens imaginent. En tout cas, tous ces propriétaires de Facel Vega qui connaissent un peu le sujet, ce ne sont pas du tout des pièces qui ont été reprises sur d'autres modèles comme une HK500 ou une HK2 ou des pièces de Facelia. Pas du tout. Ce sont réellement des pièces bien spécifiques à la voiture, que ce soit aussi bien dans la suspension que dans le freinage, que dans son châssis. Enfin, tout a été conçu dans les plans pour faire une voiture qui était faite pour gagner. Voilà. Et le 426, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'aspect mécanique, son surnom c'est l'éléphant de ce moteur. Certaines grandes personnes, des grandes personnalités de la course automobile, des NASCAR aux États-Unis, ont gagné les grandes courses avec ce moteur. C'est un moteur bien préparé qui peut développer 700 chevaux. 700 chevaux pour une année qui est quand même de 64-65, je veux dire, c'était énorme déjà pour l'époque. Après, bon, est-ce qu'elle aurait gagné, est-ce qu'elle n'aurait pas gagné bon, voilà, une voiture, ce n'est pas fait que d'un moteur et d'un système de freinage et d'une suspension. Il y a un pilote, voire peut-être même plusieurs voitures également. Enfin, ce sont des concours de circonstances qui font qu'on arrive sur la ligne blanche, mais voilà, en tout cas, ils étaient en train de mettre en œuvre tout un tas de paramètres qui auraient permis éventuellement de gagner. Mais bon, enfin voilà, sait-on jamais. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Côté châssis, tu as déjà un peu avancé les choses. Tu peux nous en parler un petit peu? Où t'en es? Le châssis tubulaire, oui, il est fini. Maintenant, nous sommes actuellement, j'attends en fait les autres pièces qui sont en cours d'usinage et de refabrication grâce à mes plans que j'ai pu obtenir pour pouvoir greffer tout ça sur le châssis et pouvoir mettre ce châssis sur ses 4 roues. Oui. Voilà. Aujourd'hui, le châssis est fait et les autres pièces sont en cours. Tout ça, c'est de la sous-traitance. Nous sommes un atelier de restauration automobile, mais nous ne sommes pas des mécaniciens ajusteurs. On a besoin d'avoir des techniciens qui sont, chaque métier a sa spécificité. Je transmets les plans avec des contrats de confidentialité avec tous mes sous-traitants. Ils sont en train de tous travailler à mon rythme, surtout financier. Parce que voilà, il faut savoir que j'y mets mes économies personnelles et ça me coûte beaucoup d'argent. Et en fur et à mesure que les choses avancent, fur et à mesure les choses vont prendre place sur le châssis. On présentera après le moteur à sa place, la boîte à vitesse, on va commencer à assembler tout ça. Et voilà, en espérant que la voiture soit opérationnelle sur la route sans aucune difficulté. Maintenant, on parle un petit peu les détails de la voiture. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Faut savoir qu'on a une esquisse qui existe et que tous les gens, et même pas amateurs, je veux dire tous ceux qui sont intéressés un petit peu à cette marque et à l'histoire de cette fameuse voiture de course, ont à leur esprit. C'est une esquisse vue de latéral de cette fameuse voiture où on distingue les courbes, les formes. On voit que c'est une voiture de course, très basse, un peu inspirée de la Lola ou de la GT40. Mais on n'avait pas, et on n'a jamais eu jusqu'à présent d'ailleurs, aucune forme de face, de dessus ou de derrière. Tout ce qui a été réalisé sur cette voiture, aussi bien sur la face que sur le dessus ou l'arrière, c'est ma propre inspiration. C'est-à-dire que je suis parti de ce que j'ai l'habitude de côtoyer tous les jours ici dans l'atelier, d'une calandre 3 parties, d'un museau avec les caractéristiques bien spécifiques, avec certains traits bien signés de chez Facel Vega. Et c'est cet ADN que j'ai voulu surtout garder sur cette voiture. Voilà. Le moindre détail, il faut que n'importe quel propriétaire de Facel Vega se reconnaisse quand ils prennent le volant de cette voiture. Sur la planche de bord, sur les poignées de porte, sur l'aspect global général de cette voiture, ça sera une signature Facel Vega. Voilà, je ne veux surtout pas dénaturer la marque, je ne veux pas faire une vulgaire voiture avec des idées personnelles. J'ai gardé réellement l'ADN de la marque en partant du devant jusqu'à l'arrière de la voiture. Voilà. Je peux vous donner un exemple. Vous remarquerez ici, par exemple, sur la partie arrière qu'on a déjà reproduite, que tout le dessin, vous n'avez qu'une partie de l'aile arrière et de la jupe arrière. Ici, voilà, vous avez ce que vous voyez ici, c'est ce qui représente le derrière de ma voiture. Je me suis servi d'un pare-choc authentique
que vous retrouvez sur tous les modèles de Facel, que ce soit la Facel, l'HK2, la HK500, l'Excellence, la Facel 6, enfin la Facelia, la Facel 3, toutes les Facel sont équipées de ce pare-choc en inox qui a été coupé volontairement pour la présentation, mais le pare-choc en inox part d'un bout jusqu'à l'autre, mais il a une forme bien spécifique. Voilà. Et cette forme-là, nous l'avons reproduite également sur la partie de la jupe arrière de la 24 heures du Mans, c'est-à-dire la LM. Voilà. Nous avons mis également un feu de Facel 3. Toute la voiture va être faite de la même manière, c'est-à-dire que chaque pièce qui va être apportée à la voiture, ou le coup de crayon qui n'était pas représenté sur l'esquisse qu'on a sur le livre, tous les petits coups de crayon qui ont été apportés par ma touche personnelle dans le design, c'est uniquement de l'inspiration de certains détails que je retrouvais sur certaines voitures de la marque. Voilà. Vous avez un exemple. Pour résumer, vous avez d'autres critères qui vont faire rappeler à tous ces possesseurs de Facel des similitudes avec d'autres modèles de la marque. Ce sont les prises d'air qu'on va retrouver ici sur les côtés. Vous en avez une en haut et une en bas. Celles-ci sont intégrées à la carrosserie, mais l'intérieur de la prise d'air, ce sera un grillage en inox avec le petit FV, comme certains modèles des premières séries de chez Facel. Et voilà, plein de petits détails comme celui-ci, c'est-à-dire la petite grille en inox qui est typiquement reconnaissable sur un capot, par exemple, d'une HK500, d'une Facel Vega HK500. Vous regarderez un capot d'une Facel Vega HK500, même sur Google Images, et vous allez voir qu'elles ont une petite grille en inox où vous avez la petite barrette en plein milieu qui fait la séparation du côté gauche et du côté droit. Certaines sont siglées FV, d'autres pas. Mais en tout cas, c'est ce genre de détails que je veux apporter à la voiture. La petite poignée d'ouverture de porte, on va prendre une poignée de porte sur une Simca d'époque. Ce sont des pièces d'époque, voilà, qui correspondent aux critères de la marque. Voilà. Poignée de porte, on a gardé également la calandre qui est reprise sur. L'inspiration a été reprise sur la calandre de la petite Facel, du moins un petit modèle, la Facelia prototype, qui était une seule et unique calandre. C'est-à-dire que visuellement, vous pouvez imaginer qu'il y en ait trois, mais c'est une seule et unique calandre qui ne sera pas séparée, par exemple, par de la carrosserie. Voilà. Et l'inspiration que j'ai eue pour obtenir ce museau avant de cette voiture a été validée par M. Maurice Millon, qui a été le taulier formeur chez Facel Vega de sa création de l'usine jusqu'à sa fermeture. Je l'ai invité à Rétromobile quand j'ai présenté la maquette en polystyrène, ou quand il a vu la voiture d'ailleurs, c'est exactement, on a eu l'exclusivité déjà de pouvoir réunir ce monsieur à 94 ans, c'était pas gagné, mais il nous a confirmé que la réalisation de tout le museau avant, c'était exactement ce qu'ils étaient en train de faire chez Facel Vega quand ils étaient en train d'élaborer le prototype qui devait servir à courir en Mans en 64, voire 65. Alors, sur les aspects techniques, carrosserie, comme on l'avait déjà évoqué, je suis très sensible à certains détails, à certains dessins qui garderont l'ADN de la marque. L'aspect carrosserie, en règle générale, comme on peut le lire également sur le livre, nous avons une incertitude sur les matériaux qui auraient été éventuellement exploités pour pouvoir réaliser cette voiture. On a un doute entre le polyester et l'aluminium. Il faut savoir que Facel Vega a toujours été une société également d'aboutissage. L'aluminium était quelque chose qui était également utilisé sur certains modèles de construction sur les Facel. Facel 2, Facelia avec des capots, des malles arrière en aluminium. J'ai longuement réfléchi et j'étais parti dans ma première idée de faire cette voiture en aluminium. Mais au fur et à mesure que j'avançais et que je continuais à avancer sur ma construction de ma voiture, et j'ai eu la confirmation également du taulier que j'avais découvert, M. Maurice Millon, que j'avais invité, comme je vous le disais précédemment, à Rétromobile pour découvrir la voiture que j'avais réalisée en maquette. Il m'a carrément confirmé lui-même parce qu'il a été le seul, plus un compagnon à lui avec lequel il travaillait sur ce projet qui est décédé depuis. Cette voiture n'était pas en aluminium en réalisation chez Facel Vega, mais
en polyester. Ridicule. On était habitué à travailler du métal et on nous fait travailler du tissu. On collait des bandes pour donner des formes. Oui, parce que vous étiez en train de produire le master pour pouvoir éventuellement tôler le master. Ouais. Alors donc, mais je ne sais pas la moindre idée de ce qu'ils avaient en tête. Il est probable, je dis bien il est probable, que cette voiture, peut-être que par la suite, elle aurait été en aluminium parce que c'est un peu l'ADN également de Facel. On en fait une d'abord en polyester parce qu'on n'a pas d'argent. Si ça marche, tant mieux. Dans ces cas-là, on crée des moules et on fait une voiture en aluminium. Pour faire Le Mans, de toute façon, s'ils avaient prévu 5 moteurs comme il est noté dans le livre et 5 boîtes à vitesse, et il y avait forcément 5 voitures qui étaient prévues. Voilà. Pas une, 5. Bon. La première pouvait être en polyester, comme beaucoup de voitures prototypes, et que les suivantes passaient en aluminium. Bon, moi, j'y étais pas pour le dire et y voir. Aujourd'hui, je vais réaliser l'objet de mes rêves pour des raisons financières également. Je vais partir sur du polyester, ça me coûtera beaucoup moins d'argent et au moins la voiture sera faite beaucoup plus rapidement. Bon, Polo, et cette Facel, alors esthétiquement, comment tu l'envisages? Comment tu la vois? Alors déjà, on va utiliser un coloris qui est le coloris qui fait partie des 12 teintes de chez Facel Vega. On va utiliser un bleu qui est le bleu Capri, dont l'appellation qui est utilisée chez Facel. C'est un bleu ciel clair. J'ai ici la plaquette parce que j'ai le nuancé dans mon bureau où j'ai les 12 teintes qui des fois servent régulièrement à mes clients afin qu'ils puissent choisir éventuellement une couleur sur leur restauration de leur véhicule. Le bleu, c'est celui-ci, voilà. La voiture sera de ce bleu-là, bleu Capri. C'est un bleu qui ressemble étrangement à certains modèles qui ont couru également aux 24 heures du Mans, comme Bugatti. Chez Bugatti, vous avez plusieurs nuances de bleu. Chaque marque avait sa propre couleur pour participer au Mans. Les Anglais, c'était du vert, les Italiens, c'était du rouge, les Français, c'était du bleu. Il y avait plusieurs nuances de bleu. On a utilisé celle-ci, on reste dans une couleur Facel Vega. Et voilà, je pense que c'est la couleur qui lui ira le mieux. Après, tout ce qui est esthétique intérieure, on est en train de travailler dessus justement actuellement, mon équipe de style, de design qui s'occupe de me faire toutes mes 3D sont en train de me dessiner tout l'intérieur de la voiture. Ça sera des sièges, en tout cas comme ça que je les imagine, c'est-à-dire ils auront le bosselage des sièges de la Facelia série 1, la toute première, la FA, simplement que sur les côtés on aura des renforts comme un peu des sièges baquets, quoi, ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'on aura le style de la Facelia FA première génération, uniquement avec un peu plus de confort pour pouvoir faire du pilotage, pour qu'on ait une armature aussi bien à gauche qu'à droite, voilà, qu'on se tienne bien correctement dans le siège. Au niveau de la planche de bord, nous allons utiliser exactement les mêmes dessins qu'on a sur toutes les Facel. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer un petit peu d'une planche de bord d'une Facelia, on va s'inspirer un petit peu d'une planche de bord d'une HK2, on va faire un mixte. C'est-à-dire que la casquette, la console centrale, les manos seront dispersés également de la même manière que tous les modèles chez Facel. Voilà. Alors, il n'y aura pas une planche de bord faux bois. Je tiens à rassurer tous les puristes de chez Facel, ça n'a pas de sens. Mais voilà, très inspiré de la course, mais avec le dessin Facel Vega. Voilà, le dessin qui correspond à toutes nos Facel qu'on a dans nos garages, dans nos ateliers. Enfin voilà, le dessin reste le même, à quelques similitudes près. On y apporte voilà, un petit mixte de HK2, un petit mixte de HK500, un petit mixte de Facelia. Tout ça regroupé, ça va faire une très belle planche de bord avec des matériaux d'époque, avec des pièces d'époque également. Ce ne sont pas des pièces qui vont être reconstruites spécifiquement pour la voiture, parce que ces éléments-là, ne font pas partie des plans. Moi, mes plans, ce sont uniquement tout ce qui est ingénierie mécanique, c'est-à-dire châssis, train roulant, avant, arrière. Voilà, pour que la voiture soit posée sur ses 4 roues, son moteur et sa boîte à vitesse. Après, tout le reste, vous l'avez tous compris, c'est mon imagination et l'esquisse qui a fait le départ de l'aventure. Voilà. Au niveau des roues ? Les roues sont des roues à rayons Borani,
les mêmes qui ont équipé les GTO, avec les mêmes dimensions. J'ai les plans qui le prouvent, contrairement aux dessins et l'esquisse qu'on peut retrouver sur le livre, que vous verrez d'ailleurs sur le dessus de l'image. On distingue sur l'esquisse que vous avez des roues en tôle, mais non, ce ne sont pas des roues du tout en tôle, ce sont des roues Borani à rayons. J'ai les plans avec les coupes, tout le dessin bien spécifique, où il est daté de la bonne année, avec le LM juste à côté. Enfin, voilà, on va mettre des roues à rayons. D'ailleurs, ça lui donnera déjà une petite touche supplémentaire de qualité, si je puis me permettre d'employer ce mot-là. C'est une voiture que je destine... oui, c'est une voiture qui sera une voiture faite pour la piste, hein, pour la route. Mais bon, si on peut en avoir un usage régulier de temps en temps, les week-ends, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et je trouve que cette touche de jante à rayons vont lui donner un peu plus de charme. Voilà. Au niveau de la sellerie, Polo, tu envisages quoi? Alors, la sellerie, comme évoqué, sera de couleur noire, en cuir. On va avoir sur cette voiture des portes en ouverture papillon. Ça, c'est mon idée, qui est reprise sur d'autres modèles. Hein, mais dans ces années-là, il y a eu quelques voitures de très haut de gamme qui également avaient ce type de porte. J'ai voulu un petit peu décliner un petit peu mon plaisir personnel et ce que j'avais en archive d'officiel. À partir du moment où on n'avait pas quelque chose qui justifiait qu'officiellement elles auraient été comme ça ou comme ça, j'ai pu me permettre quelques petites libertés. Mais voilà, c'est vraiment quelques petites libertés. Mais voilà, l'esprit restera bien et figé, représentatif de la marque qui est cette marque luxueuse, Facel Vega. Pour rester sur le luxe, je vais lui apporter également beaucoup de touches d'inox qui sont également signes distinctifs de toutes les Facel Vega. Elles sont toutes pleines d'inox. Sur les moindres détails, vous avez de l'inox. Là, on va avoir des petits lécheurs de vitres en inox. Vous aurez la petite baguette en inox qui longe les bas de caisse. Sur la partie inférieure, vous allez avoir de l'inox tout le tour du pare-brise avant, comme les Facelia, les HK500, enfin toutes les facelles, tous les pare-brises qui sont montés sur les facelles sont entourés d'inox. Voilà. Tous ces petits détails d'inox que vous retrouvez sur les petites ou les gros modèles de chez Facel Vega, ma voiture sera faite exactement de la même manière. On aura des inox également tout le tour des vitrages qui serviront à faire la séparation de la couleur de la voiture et les ouvertures. Le tour des phares à l'avant des bulles seront en inox. Il y a une voiture qui me plaît beaucoup et qui m'a toujours plu. On est sur une marque italienne. C'est une Alfa 33 Stradale. Je me suis beaucoup inspiré de l'Alfa 33 Stradale pour réaliser ma voiture, la Facel Le Mans. Voilà, je me suis inspiré tout en conservant l'ADN. Facel Vega était déjà, et il le sera toujours, une marque luxueuse. Je vais apporter tous ces petits détails. On aura, c'est sûr que certains puristes me diront, mais dans une voiture de course, il ne devait pas y avoir de moquette. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous me comprenez. Mais malgré tout, je vais faire une voiture de course, oui, mais non pas pour faire la course. C'est une voiture plaisir, loisir. Voilà. Inspirée de la course, mais plaisir, loisir. Alors Polo, cette Facel Vega 64, initialement prévue pour le Mans 64, d'ailleurs elle aurait couru sur le Mans 65 parce que c'était trop court pour 64, est-ce qu'on a une chance de la voir sur la ligne de départ du Mans Classique 2024, 2025, 2026 peut-être? Alors 2024, non, c'est quasiment impossible pour qu'elle soit cette année au Mans. En revanche, 2025, je croise les doigts, oui. Voilà. Si on n'a pas de difficulté quelconque sur la construction de cette voiture, il n'y a aucun problème sur l'idée que je participerai avec cette voiture en compagnie du pilote. Le pilote officiel de cette voiture sera Raoul, dit le professeur, un monégasque que tout le monde peut suivre sur ses vidéos sur Instagram, un grand copain de GMK pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux. Raoul sera le pilote officiel, il conduira ma voiture au Mans. Et d'ailleurs, même à titre privé, il pourra s'amuser également avec, sans aucun problème. Hein. C'est une voiture qui logiquement,
fin de cette année devrait déjà être pratiquement terminée. Voilà. Fin de cette année, c'est-à-dire 2024. On a une bonne année devant nous, même si elle est déjà entamée pour finaliser la voiture. Ensuite, le début de l'année prochaine pour commencer à travailler un petit peu sur les essais. Et oui, l'idée, c'est de la présenter au Mans en 2025. Un projet de cette envergure, comment tu peux expliquer qu'il y ait aussi peu de communication, tant au niveau du grand public que pour un public cible plus averti? Alors, c'est un projet qui, bon, selon moi, est un projet audacieux. Hein. On a les chiffres comptables. C'était réellement quelque chose qui était en cours de construction chez Facel à l'époque, parce qu'on a les factures d'achat des moteurs, des boîtes à vitesse, tout ça, toute la comptabilité autour de ce projet liée à la compétition, c'est comme ça qu'ils l'ont surnommé, le budget compétition chez Facel Vega. Toutes ces archives comptables sont au sein du club. On s'est rendu compte que, hormis ces aspects comptables, on avait peu d'informations, si ce n'est que quelques pages sur la Bible, le premier et deuxième testament, c'est comme ça que je l'appelle, où on a justement l'illustration d'esquisses que vous pouvez retrouver directement dans le livre. Vous avez l'illustration, quelques commentaires avec les petites anecdotes du sujet. Vous avez les caractéristiques selon les dires de l'époque de Danilos, qui était le patron de la marque, qui expliquait que cette voiture allait être équipée d'un moteur Chrysler pour ce projet, qu'elle allait avoir des freins à disque. Enfin, on a quelques informations sur ce projet, mais très peu d'informations. Voilà. Les informations, les seules qu'on ait réellement, c'est les factures d'achat d'époque, des dépenses qui ont été allouées à ce projet. Voilà, on a 3-4 pages, grand maximum sur ce grand livre. Il n'y a rien d'autre que ça. Voilà. Alors, il est vrai que, comme c'était un projet qui était en cours et qui n'a pas été terminé, qui est dans une marque qui n'est pas forcément l'une des plus connues au monde, voilà, il y a très peu de personnes qui sont réellement intéressées à ces 2-3 petits passages qu'il y a dans cette histoire. Moi, comme je suis passionné de cette marque, concrètement, j'épluche tous les petits détails et je suis tombé sur ces 3-4 pages et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant et j'ai voulu relever le défi parce que c'est un grand défi de reconstruire une voiture qui n'a pas du tout existé, partiellement en cours de construction, la réaliser typiquement avec uniquement des pièces usinées et fabriquées sur mesure pour la voiture. J'aurais pu me servir de pièces déjà chez divers constructeurs, ça m'aurait facilité la tâche économiquement et mentalement également. Prendre des pièces d'une Jaguar, un demi-train d'une Porsche, enfin, vous voyez, c'est un peu là où je veux en venir, c'est-à-dire que faire ce que j'appelle une bidouille, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi, c'est sûr, aussi bien, je vous dis, intellectuellement que financièrement. Ce qui est rassurant aujourd'hui, tu nous confirmes que la marque Facel Vega n'est jamais morte, en fait. Non, la marque n'a jamais été morte, hein. Elle existe et elle existera tout le temps. Moi, je suis juste quelqu'un qui cherche, par le biais de mon activité, ma passion, montrer un petit peu que cette marque a existé dans ces années-là, c'est-à-dire dans les années 50 et les années 60, et qu'aujourd'hui, elle peut être encore mise en avant, éventuellement avec ce projet. C'est-à-dire que le fait de créer ce projet et le médiatiser davantage permet également à des gens qui ne connaissent pas du tout la marque de s'intéresser, de continuer à se cultiver sur le sujet. Et voilà, et une fois de plus, je le fais surtout pour la jeunesse qui arrive derrière. Moi, c'est un challenge pour moi-même. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais surtout, voilà, je voudrais que les enfants, les adolescents et ceux qui sont en âge d'être un peu plus adultes s'intéressent à cette marque parce que c'était une marque, c'était et c'est toujours une marque, hein, parce qu'on on est dans le grand luxe à la française. C'est voilà, Made in France. Mais alors, c'était quoi la position de Facel Vega dans la compétition automobile? Danilos n'avait rien à prouver. Il était convaincu qu'il avait les meilleures voitures du monde. Il avait les meilleurs moteurs, il avait une finition au top, considérée comme les voitures, les Rolls à la française.
il était déjà dans du haut de gamme. Le milieu de la compétition, il n'en avait pas besoin. Alors, comme il n'avait rien à prouver à personne, ce n'était pas forcément quelque chose sur lequel il allait envisager de mettre davantage d'argent pour lancer des projets à la hauteur de ce qu'était la concurrence à l'époque. Moi, j'ai beaucoup de choses à prouver. D'une part à ceux qui m'entourent et à moi-même. Ce rêve, je veux le réaliser. Je veux construire ma propre voiture à travers la marque qui me passionne et qui me passionnera toujours, afin de pouvoir retransmettre cette passion aussi bien à mes employés qu'à mes relations, à mes amis et à toute personne ici, à travers cette planète, qui soit sensible à l'histoire automobile. Je partage également ma passion à travers mes amis, mes plus proches, ma famille, et je voudrais que le grand public, à travers toute cette passion, découvre également ce fameux projet, qui n'est pas une renaissance de la marque, mais une continuité de ce qu'aurait pu être la marque à l'époque. Aujourd'hui, cette marque existe et elle existera toujours. Ah, je dirais, il n'y a rien à retoucher. Vous pouvez être fier. C'est ma voiture. Ah oui. Bon alors Polo, on a vu sur quelques images prises à droite à gauche sur les réseaux, sur tes réseaux, que cette voiture avait un numéro, le numéro 21. C'est quoi ce choix? Alors ce choix est simple, j'avais 3 raisons. La première, c'est mon jour de naissance. La deuxième, celle de mon fils également. Et la troisième raison, c'est uniquement parce qu'il fallait mettre un numéro. Voilà. C'est une voiture qui reflète par son design la course automobile, forcément. Le pilote, bon, vous le connaissez tous déjà, Raoul. Alors, le choix d'avoir accepté l'offre que Raoul m'a faite de piloter cette voiture m'a forcément réjoui et m'a d'ailleurs beaucoup plus encouragé à vouloir terminer cette voiture plus rapidement, parce que je sais très bien que cette voiture pilotée par Raoul, un pilote professionnel, qui est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, mettra davantage la marque en évidence. C'est-à-dire que toute cette jeunesse qui ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux et vont pouvoir découvrir à travers ce projet que Facel Vega est une marque française et que nous avons fait un projet dans lequel nous tenons à le mettre en évidence afin justement de continuer à préserver ce patrimoine et à le transmettre également. C'est-à-dire le patrimoine de notre richesse automobile française dans l'exclusivité des matériaux, dans du haut de gamme, en sachant que nous allons faire une voiture de course, une voiture qui sera pilotée par un grand pilote et cette voiture-là prendra la route aussi bien au Mans que sur nos routes françaises. La transmission est quelque chose de fondamental pour moi, car s'il n'y a pas l'enseignement et la transmission et l'éducation, toutes les plus grandes valeurs de cette planète disparaissent. Merci Polo de ce partage. Force et vigueur à toi pour la suite et à très bientôt.